يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Très chers téléspectateurs, vous qui êtes fidèles au rendez-vous économique d'Al24 News, bonsoir et merci de nous rejoindre pour les pros de l'écho qui fait cap sur l'Europe ce soir, le vieux continent où le secteur de l'agriculture vit des heures difficiles à cause de la colère des agriculteurs et qui s'abat sur plusieurs pays, France, Allemagne, Belgique, Pays-Bas, Pologne ou encore Roumanie, sans oublier l'Espagne et l'Italie, une véritable lame de fond qui emporte tout sur son passage, blocages, manifestations et contestations, notamment des règles de la politique commune dictées par Bruxelles et à sa tête les aides de la PAC. Presque partout en Europe, les agriculteurs se disent être les laissés pour compte de cette politique économique européenne, un sentiment qui nourrit aujourd'hui la gronde de ceux qui sont à la base du concept de la sécurité alimentaire. Celle-ci risque donc d'en prendre un sérieux coup si la situation de blocage institutionnel perdure dans certains pays. Qu'en est-il du poids des conséquences économiques de ce mouvement? Comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent du dossier. Alors avant de voir un sujet qui détaille ce qui se passe en France et en particulier, en Europe et en particulier en France, j'aimerais présenter mes invités qui m'accompagneront ce soir pour animer ce débat. Commencez par vous, Ali Daoudi, vous êtes agroéconomiste et enseignant, chercheur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Alors dans un second temps, nous serons rejoints par Atman Marrah, professeur en agronomie à l'Université de Toulouse, et par Brahim Gendouzi, économiste et enseignant à l'Université de Tizi Ouzou. Comme je le disais donc, voici un sujet signé Safwan Ben Sabri sur les tenants et aboutissants de la grande des agriculteurs en France. La colère des agriculteurs ne s'estompe pas après un périple à travers la France. Ils marchent désormais sur la capitale. Le cortège des agriculteurs, en escargot, a déjà bloqué tous les axes menant vers Paris. Un blocage qui inquiète l'Élysée. Ils sont plus de 9000 sur le territoire national, dont 1500 à Paris. Les raisons du marasme agricole sont multiples, revenus insuffisants, concurrence intenable et un sentiment d'abandon de la part des élites. Les agriculteurs français et européens dénoncent depuis le début de leur mouvement une politique européenne trop généreuse, notamment avec les pays latino-américains. Le Mercosur est vilipendé en raison de droits de douane trop bas pour permettre à la production européenne de tenir le coup. Depuis le début du conflit en Ukraine, des tonnes de céréales et de produits agricoles sont elles aussi déversées sur les pays européens, mettant les dirigeants européens dans une position d'équilibriste, entre une volonté d'aider l'Ukraine et une obligation de répondre aux exigences des producteurs nationaux. En visite en Suède, en pleine grogne agricole, le président français a tenu à évoquer le sujet. Parce qu'on a demandé des choses très concrètes pour nos agriculteurs. Un, d'avoir des mesures claires sur les importations venant d'Ukraine, car on a aujourd'hui en volume et en qualité des choses qui déstabilisent le marché européen, qu'il s'agisse des poulets comme des céréales. Deux, d'avoir une clarté sur le Mercosur. Nous demandons à ce que l'accord, là, tel qu'il est en place, ne soit pas signé. Par ailleurs, le mécontentement s'est répandu à plusieurs pays de l'Europe des 27. Les agriculteurs espagnols ont annoncé aujourd'hui se joindre au mouvement français. En Allemagne, moteur économique de l'Europe, le mouvement prend de l'ampleur et demande des comptes à Olaf Scholz. Pour l'heure, l'Union européenne affirme ne pas avoir trouvé de nouvel accord avec le Mercosur. En France, Gabriel Attal s'est adressé à l'Assemblée nationale, promettant de nouvelles mesures à venir. Allez, sans plus tarder, place au débat. Et l'on va commencer avec vous, Ali Daoudi. J'ai envie de dire, énième crise des agriculteurs en Europe et particulièrement en France, ce pays qui connaît des grandes successives de la part des agriculteurs. L'on se souvient de l'épisode FNSEA
contre Lactalis il y a quelques années. Voici que les agriculteurs français vont dans un bras de fer contre le gouvernement français, contre l'Europe plus particulièrement. Quelles sont selon vous, cette fois-ci, quelle est la genèse de cette nouvelle crise du secteur agricole en Europe ? Alors, la crise que vit l'agriculture européenne aujourd'hui, en particulier l'agriculture française, c'est au fait une crise qui a comme trame de fond le modèle, enfin, la généralisation d'un modèle d'une agriculture industrielle. C'est un processus qui a été engagé en Europe déjà au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, particulièrement à partir des années 60, où l'Europe s'est engagée dans un processus de modernisation de son agriculture soutenu massivement par une politique commune, la politique agricole commune qui a été engagée à cette époque-là. Et l'objectif, c'était justement de réformer les structures de production, c'est-à-dire augmenter la taille des exploitations, leur permettre d'investir massivement dans l'introduction du progrès technique pour améliorer leur productivité. Ça, c'était les objectifs initiaux. Ça a très bien fonctionné jusqu'aux années 80. L'Europe, qui était à la fin des années 50, début des années 60, totalement dépendante du marché mondial, notamment des importations des États-Unis pour satisfaire ses besoins, est devenue non seulement autosuffisante, mais excédentaire à partir des années 80 et a commencé à avoir constitution de stocks très importants, etc. Mais tout ça, c'était grâce à une politique publique et une politique communautaire volontariste qui a engagé énormément d'argent. Ça, c'était la première phase. À partir de cette phase où ils sont devenus excédentaires, ils sont devenus aussi un acteur clé du marché mondial des produits agricoles, deuxième exportateur après les États-Unis pendant les années 80. Aujourd'hui, l'Europe constitue le premier exportateur mondial de produits agricoles à l'échelle mondiale, bien avant les États-Unis et bien avant le Brésil, etc. Et donc, cette réussite a été garantie, obtenue grâce à une politique européenne importante de soutien. Mais cette politique coûtait trop cher et à partir des années, la fin des années 80, début des années 90, l'Europe a réformé sa politique agricole commune, la PAC. Il y a une première réforme en 92 et à partir de là, ils se sont engagés pleinement dans la mondialisation, réduction des soutiens et le processus qui était engagé à partir des années 60, qui était l'augmentation de la taille des exploitations, l'augmentation de capacité de production pour augmenter la productivité, a continué. Et aujourd'hui, les pays européens connaissent une baisse importante de nombre des exploitations agricoles, ce qui correspond à une augmentation de la taille moyenne. Et donc, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui ? Ce sont les exploitations qui ont du mal à maintenir leur productivité face à cette dynamique globale de concentration de la production qui, aujourd'hui, exprime leur mécontentement. Ça, c'était la trame de fond, augmentation de la taille, la course à la compétitivité et intégration totale dans l'économie mondiale, dans le commerce mondial, et intégration totale aussi dans le système agroalimentaire. Les exploitations agricoles constituent un maillon dans le système alimentaire dominé par la grande distribution et l'industrie agroalimentaire. Et donc, à l'intérieur de l'Europe et à l'intérieur des pays, l'agriculture est écrasée par justement ce système alimentaire dans lequel elle n'a pas un pouvoir de négociation important. Les plus grosses marges sont détenues par les transformateurs et par les chaînes de distribution, la grande distribution. Qui imposent ces tarifs qui impose ces tarifs, effectivement, malgré au fait l'existence de cadres réglementaires qui, normalement, protègent un peu les marges des agriculteurs. En définitive, ne s'en sortent que les exploitations qui investissent le plus et qui sont les plus compétitives et qui sont les plus grandes. Les petites exploitations sont en train de souffrir, ils sont en train d'être exclus de l'agriculture. D'ailleurs, en l'espace de 30 ans, l'agriculture européenne a perdu la moitié, presque 200 000 exploitations en France. N'existe plus depuis les années 90. C'est juste pour vous dire la tendance à la concentration. Par ailleurs, il y a aussi son pleine intégration dans le commerce mondial. L'Europe est en train de signer beaucoup d'accords de libre-échange avec de gros producteurs agricoles, le Canada, mais aussi aujourd'hui le Mercosur, mais aussi donc les États-Unis. Ces contrats de libre-échange mettent l'agriculture européenne sous pression de compétition. S'ajoutent des phénomènes plus conjoncturels, la guerre en Ukraine et son impact sur, par exemple, le coût de production, notamment à travers le prix du carburant et le prix des engrais, mais aussi à travers les avantages qui ont été accordés
et conjoncturellement à l'Ukraine de vendre sans tarif sur le marché européen, ce qui permet... vis-à-vis de la Pologne. C'était, au fait, ils ont accordé à l'agriculture ukrainienne certains avantages d'accès au marché européen, donc avec des tarifs douaniers à zéro. Ouais. Donc aujourd'hui, les importations de blé, l'importation de poulet ukrainiens sont en train de faire concurrence déloyale sur le marché européen alors qu'ils ne sont pas produits avec les mêmes normes. Exactement. Il y a aussi le changement climatique. Ces dernières années, l'Europe subit de plein fouet aussi les effets de changement climatique. Une perte de productivité, notamment pour les cultures en pluviales. Et à tout ça se rajoute, bien sûr, la nouvelle génération de la politique européenne, la PAC, qui est en train de verser vers l'agroécologie. À partir de cette année, le Green Deal c'est la nouvelle version de la politique agricole européenne rentre en exécution. Ce n'est pas encore ces effets qui créent cette crise. C'est le cœur du conflit, notamment en Allemagne, qui réduit ses subventions à ce qu'on appelle le diesel agricole et qui est largement contesté par les agriculteurs. C'est un événement conjoncturel qui vient encore alourdir le vécu des agriculteurs. Donc il y a augmentation du prix du carburant qui rend encore moins compétitifs les petites exploitations qui étaient déjà sur des niveaux de marge très très faibles. Et donc l'augmentation du carburant en France et en Allemagne réduit les revenus des agriculteurs et ça les met en grogne aujourd'hui. Mais je disais, c'est un phénomène qui a ses origines il y a très longtemps et qui ne fait qu'en définitive écarter les petites exploitations qui n'ont pas une grande capacité. Les marges s'écrasent, ne s'en sortent que les grosses exploitations. Oui. Il y a un phénomène, peut-être qu'on reviendra sur ça par la suite, il y a un autre phénomène qui est corollaire à ce phénomène de concentration, c'est que les petits producteurs sortent de l'agriculture, mais pendant les dernières décennies, il y avait une voie qui semblait s'ouvrir pour les petites exploitations, c'est les produits terroirs, les produits de qualité, l'agriculture biologique, qui semblait offrir une alternative pour les petits agriculteurs qui ne sont pas dans une logique de concentration et de maîtrise des coûts de production. Cette agriculture alternative, biologique, etc., est aujourd'hui en crise, sous l'effet de l'inflation. Rappelons qu'il s'agit tout de même d'un marché de niche, car il n'est pas accessible. Exactement, mais par contre, ça permettait à des exploitations agricoles qui sont protégées par les labels de qualité, comme la baie, etc., ça leur permettait de maintenir leurs revenus à des niveaux acceptables. Aujourd'hui, avec l'inflation en Europe, les consommateurs européens se détournent des produits de l'agriculture biologique et donc ils voient leur chiffre d'affaires baisser et donc leurs revenus baisser. Et donc, y compris cette niche est aujourd'hui en train de se rétrécir, créant encore des difficultés pour les petites exploitations qui arrivaient à survivre exclusivement grâce justement à ces niches de qualité. Et donc, voilà, c'est une crise de modèle agricole qui est en train de se manifester aujourd'hui en Europe. Je disais tout à l'heure qu'il y a un autre élément qu'il faut observer, c'est l'application de la nouvelle politique européenne qui est aujourd'hui contestée, le Green Deal, qui impose à l'agriculture européenne de nouvelles normes écologiques, qui impose une réduction drastique d'utilisation d'engrais, d'utilisation d'antibiotiques, d'utilisation de pesticides. Toutes ces nouvelles normes sont contestées aujourd'hui parce qu'elles se rajoutent à une batterie de normes déjà assez écrasante pour les agriculteurs. Les agriculteurs aujourd'hui se sentent non seulement écrasés par le marché, mais écrasés aussi par une bureaucratie européenne qui leur impose des normes qui augmentent en définitive leurs difficultés. Très bien, merci. Merci professeur Daoudi pour ce compte rendu très exhaustif. Vous avez mis le doigt justement sur ce qui fait le plus mal dans cette histoire et j'ai envie de vous en parler ou d'en parler avec vous, Atman Marrah. Je rappelle que vous êtes professeur d'agronomie à l'université de Toulouse, qui se trouve en Occitanie, la région épicentre de ce qui se passe pour le secteur agricole en France actuellement. Cette PAC, justement, professeur Marrah, qui est également au cœur des préoccupations à la fois du gouvernement français qui tente tant bien que mal de rassurer les agriculteurs et aussi des agriculteurs qui ne font plus confiance à Bruxelles en ce qui concerne sa politique commune. Qu'en pensez-vous, Atman Marrah ? Je vous remercie de m'avoir invité, premièrement. Deuxièmement, je suis désolé pour le petit couac technique, mais bon, ça, c'est pas un problème. Je partage absolument tout ce qui a été dit par votre intervenant.
le problème de l'agriculture actuellement, c'est qu'en fait, ils ne font plus confiance à Bruxelles parce que pour eux, Bruxelles, c'est les normes. Des normes drastiques issues des précédentes politiques agricoles communes. Se rajoute à ça, comme l'a dit l'intervenant, c'est le Green Deal. Le Green Deal qui est qui ajoute d'autres normes supplémentaires et qui fait que ce n'est pas possible pour l'agriculture, ou surtout les agriculteurs et les exploitations agricoles petites qui ont choisi d'aller vers une agriculture de niche, de survivre dans cette situation. Donc en Occitanie, la situation est beaucoup plus dramatique parce que il n'y a pas que la production agricole au sens strict, mais aussi l'utilisation de la production agricole par les grosses structures de commercialisation ou de transformation. Mais il y a également un autre souci beaucoup plus important et sournois qui guette surtout la viticulture de manière conséquente avec les problèmes conjoncturels, je dirais, la situation en Ukraine, mais aussi surtout les conditions climatiques qui influencent de manière grandissante les revenus des exploitations agricoles et des agriculteurs. Vous vous rendez compte qu'actuellement en France, chaque jour, il y a un agriculteur qui se suicide à cause de ces normes, à cause de cette situation extrêmement complexe, d'une manière plus importante, donc structurelle et conjoncturelle. Très bien, merci Atman. Atman Mallah. Professeur Guendouzi, parlons un peu des conséquences économiques de ce qui se passe en Europe avec... alors en tête de proue, nous avons l'Ukraine qui d'une certaine manière est accusée par d'autres pays européens voisins, qui plus est, l'image de la Pologne, d'avoir été favorisée en quelque sorte en ce qui concerne ses exportations et les normes qui sont appliquées à certains produits, à certaines exportations. Le professeur Daoudi l'a si bien expliqué. Par exemple, entre 2021 et 2022, l'année de l'opération spéciale russe en Ukraine, le montant des importations agricoles en provenance d'Ukraine vers l'Europe a bondi de 25%, passant de 12 milliards d'euros à plus de 15 milliards d'euros. Est-ce que, à votre avis, professeur Guendouzi, un tel phénomène peut déstabiliser tout un secteur? Il ne s'agit pas de n'importe quel secteur, celui de l'agriculture en Europe, l'un des secteurs les plus importants et les plus stratégiques de la politique économique globale de l'Union européenne. Tout à fait, puisque si on se rappelle déjà la politique agricole commune sur plusieurs décennies, depuis les années 60, a beaucoup encouragé les filières agricoles, a beaucoup encouragé les territoires agricoles pour permettre un dynamisme des zones rurales. Mais ces aides, ces subventions ont toujours créé des divergences entre pays européens, entre pays de la communauté économique européenne, dans la mesure où il y a des inégalités dans les agricultures et par conséquent les aides qui vont aux uns ne vont pas à d'autres, ont toujours posé problème et ce n'est pas la première fois que cette question revient sur la scène. Évidemment, des avantages indirects qui ont été donnés à l'Ukraine, l'Ukraine étant un bassin agricole important, notamment sur le plan des céréales et autres, je pense que ça a fait des mécontents déjà, comme la Pologne et d'autres pays ont suivi aussi en termes de mécontentement, parce que les aides financières sont conséquentes et les prix ne sont plus rémunérateurs. Troisième aspect, comme ça a été signalé par ceux qui viennent d'intervenir, évidemment, il y a la crise du système agricole actuel dominé par les grands transformateurs et la grande distribution. Les petits agriculteurs, les petites exploitations agricoles contestent d'ailleurs le fait que les prix à la hausse appliqués par les grandes surfaces et les transformateurs n'ont pas été répercutés sur les petites exploitations, les petits agriculteurs. Et ça donne un conflit énorme au niveau de certains pays, particulièrement la France où le conflit est plus dur. J'ajoute une chose, c'est que la hausse des coûts de production et disons
les aspects liés à la protection de l'environnement, notamment l'application stricte des normes en termes des engrais et autres produits utilisés, entraîne des charges élevées pour les agriculteurs qui n'arrivent pas à imposer leurs produits. Ça donne une véritable crise du secteur, alors qu'il est peut-être l'un des plus grands secteurs exportateurs pour les pays européens. Très bien, professeur Gendouzi, je vous propose juste de marquer une petite pause avant de revenir au débat avec vous. De retour sur le plateau des pros de l'écho où nous parlons depuis une vingtaine de minutes avec nos invités Ali Daoudi, agroéconomiste, enseignant, chercheur, Atman Marrah, professeur en agronomie à l'Université de Toulouse, Brahim Gendouzi, enseignant économiste à l'Université de Tizi Ouzou. Nous parlions justement de crise du secteur agricole en Europe et j'enchaîne avec vous, Ali Daoudi, cette fameuse PAC. Alors j'ai envie d'exposer quelques chiffres pour illustrer tout ce que nous avons évoqué jusque-là. Alors il s'agit du premier poste budgétaire de l'Union européenne avec 31%. La PAC alloue par exemple à la France 9,3 milliards d'euros par an. Le soutien aux 500 000 agriculteurs français, 400 000 fermes a atteint 11,3 milliards en addition aux crédits nationaux et locaux. Chaque habitant européen signe en quelque sorte, donc pour imager, un chèque de 213 € pour son agriculteur, insuffisant selon Alessandra Kirsch, directrice des études du think tank Agriculture Stratégie. Elle déclare en euros constants, l'enveloppe a fondu de 90 milliards d'euros depuis 20 ans. Le budget de la PAC est passé celui des 27, donc entre 2007 et 2013, était de 425 milliards d'euros. Il est de 326 milliards d'euros entre 2021 et 2027, soit une baisse de 21%. Est-ce que l'Europe ne va tout simplement pas droit vers le mur en ce qui concerne sa politique agricole commune, au vu de ce que présentent les agriculteurs sur le terrain, notamment en matière de marge? Écoutez, on ne peut pas dire que l'agriculture européenne va vers le mur. Par contre, l'agriculture européenne, aujourd'hui, je ne dirais pas qu'elle est en crise de modèle, mais elle questionne son modèle, parce qu'il y a une incohérence dans la politique globale européenne. D'un côté, avant la crise de l'Ukraine, avant la guerre en Ukraine, l'Europe semblait être engagée dans une voie de l'internationalisation. Oui. C'est-à-dire qu'elle produisait les biens agricoles pour lesquels elle avait des avantages comparatifs et elle s'insérait dans le commerce mondial et elle importait. Donc ça ne lui posait pas de problème d'importer. La crise en Ukraine et les derniers problèmes géostratégiques ont remis sur la table la question de la sécurité alimentaire, de la souveraineté alimentaire. Et donc les Européens se posent la question, est-ce qu'on peut continuer à avoir une agriculture forte, mais qui ne produit que quelques biens alimentaires pour lesquels l'Europe a des avantages comparatifs et s'insère totalement dans une division internationale du travail en important des biens qui constituent des éléments importants pour la sécurité alimentaire. Et donc là, il y a les agriculteurs qui sont en train de dire, faites attention à ces choix. Si l'Europe continue à aller vers se spécialiser uniquement sur quelques produits et être dépendante vis-à-vis du marché mondial pour les autres produits, on risque d'avoir des problèmes d'insécurité alimentaire. 1. 2. L'Europe a fait aussi le choix, pour être en harmonie avec ses engagements internationaux vis-à-vis de la lutte contre le réchauffement climatique, a fait le choix d'aller vers un reverdissement de sa politique agricole à travers le Green Deal, et a fait peut-être un pas qui était beaucoup plus ambitieux que les autres pays, même si son Green Deal, qui est aujourd'hui contesté, n'a pas encore commencé à donner des effets négatifs sur la politique. Est-ce que le Green Deal, justement, n'a pas également impacté les politiques européennes à travers les accords de libre-échange qu'entretient l'Europe avec certains pays et qui a limité justement l'accès à certaines filières? En définitive, les agriculteurs, ce qu'ils sont en train de pointer aujourd'hui, c'est de dire en Europe, on nous impose des normes dans le cadre du Green Deal et même avant le Green Deal, des normes qui sont très strictes en termes de respect, et on n'impose pas les mêmes dans le cadre des accords de libre-échange. Dans le cadre des libres-échanges, c'est-à-dire qu'on autorise l'importation de produits dans d'autres pays, dans le reste du monde, sans qu'ils soient soumis aux mêmes normes environnementales, ce qui fait que c'est une concurrence déloyale. Et donc, ils sont en train de dire, soyons cohérents. Si vous voulez que l'agriculture européenne continue à être performante, il faut la protéger
aux frontières avec les mêmes normes environnementales qui sont imposées à l'intérieur. C'est ce que les Européens aujourd'hui sont en train de dire, on va imposer dans le Mercosur, qui est en pleine négociation. Et donc, voilà, l'Europe aujourd'hui se trouve dans une situation de réflexion sur son modèle agricole, qui était performant à certains égards et qui aujourd'hui remis en cause à la fois sur ses performances écologiques, mais aussi en termes de garantie de la sécurité alimentaire de l'Europe. Est-ce que l'Europe est aujourd'hui capable, ou se donne les moyens, de produire localement tous les biens qui garantissent sa sécurité alimentaire ou continue à s'engager dans une voie de son intégration dans le marché mondial? Je pense que l'Europe est foncièrement mondialiste et foncièrement engagée dans cette mondialisation et libre-échangiste. Et donc, ça va être ça le choix, malgré les résistances que nous sommes en train de voir aujourd'hui par les agriculteurs qui finiront par avoir peut-être quelques solutions à réduction peut-être du coût du carburant, les prix, etc., pour les calmer un peu. Des subventions peut-être européennes. Mais ce que je présentais tout à l'heure comme étant la trame de fond qui est la concentration des structures de production, l'engagement dans un marché mondial de plus en plus compétitif, je pense que c'est un choix stratégique de l'Europe et qui continueront d'y aller. Atman Marrah, une phrase que l'on entend beaucoup, notamment en France, prononcée par les agriculteurs: nous travaillons à perte. Est-ce que l'on vit aujourd'hui en Europe et particulièrement en France une crise de modèle comme décrit par le professeur Ali Daoudi, ou bien est-ce une crise liée aux bénéfices avant tout? C'est les deux. C'est les deux en même temps, pardon. C'est les deux en même temps parce que c'est une crise de modèle où on a fait des choix particuliers pour encourager des niches de production, notamment avec les normes agroécologiques et diminuer les intrants chimiques dans l'agriculture. Mais ça, c'est pas compatible complètement avec des grosses structures qu'on demande. Et la concentration des terres chez quelques exploitations importantes. Donc ça, c'est le premier point. L'autre point qu'il faut revoir, c'est aussi est-ce qu'on veut être indépendant également ou pas? Et dans ce cas-là, c'est contraire à la première idée, c'est-à-dire concentrer les terres dans les mains de quelques exploitations importantes, grandes. Donc si on veut réellement augmenter nos chances et d'améliorer les choses, c'est pas seulement une crise de modèle, c'est une crise économique, c'est une crise conjoncturelle, c'est une crise de système, politique aussi, parce qu'il y a des échéances. Je disais une crise de système, Atman Marrah. Oui, c'est une crise des systèmes, d'abord, système agricole à revoir, peut-être. Qu'est-ce qu'on choisit? C'est ça, c'est important. Et après, c'est une crise aussi économique, parce que la situation conjoncturelle au niveau mondial, les accords Mercosur ou autres accords avec d'autres organisations, avec la Nouvelle-Zélande maintenant, ne sont pas pour aider les agriculteurs eux-mêmes, après pour la commercialisation et obtenir un prix conforme aux besoins, au coût de production. Normalement, la loi Egalim était censée protéger les agriculteurs pour la non-négociation et la non-réduction des prix de production. Malheureusement, aucun des partenaires ou belligérants de impliqués dans cette structure ou cette loi ne respecte les recommandations. Très bien. Très bien, merci pour ces explications, Atman Marrah. Brahim Guendouzi, alors en temps de crise économique globalisée, inflation, récession, croissance économique très faible dans certains pays européens, hausse du chômage, y compris en Allemagne, s'ajoutent à cela les différents conflits géopolitiques qui pèsent justement sur l'activité économique dans le monde. Qui profitera ou qui sera perdant dans le même temps de cette crise de l'agriculture en Europe? Alors, il y a un aspect sur lequel je voudrais revenir, c'est par rapport à la position de la Commission de Bruxelles sur l'agriculture. La Commission de Bruxelles, avec la PAC, a su imposer, dans le cadre de l'OMC, sa propre vision en ce qui concerne toutes les subventions accordées. Et donc, maintenant, le revers, il faut que l'Union européenne accepte que d'autres
d'autres zones de libre-échange puissent venir sur ces territoires vendre leurs produits, parce qu'auparavant, c'était l'Union européenne qui défendait la libre circulation des produits, des subventions, etc. Et maintenant, ça revient... Vous pensez à quel accord particulièrement de libre-échange, Brahim Gendouzi? Donc les accords de libre-échange, de façon générale, avec donc différents pays qui existent, notamment dans le cadre méditerranéen, avec l'Amérique du Nord. Donc il y a énormément d'accords de libre-échange et dans tous les cas, l'Union européenne a toujours défendu le libre-échange et la libre circulation des produits et même des subventions dans le contexte de l'agriculture, puisqu'il y a des subventions qui sont accordées beaucoup plus importantes que des pays en développement n'arrivent pas à subventionner leur propre agriculture. Donc ce dossier lourd qui était imposé dans le cadre de l'OMC revient maintenant au niveau européen, à l'intérieur même des pays de l'Union européenne. Deuxième aspect, dans l'agriculture moderne, c'est la concentration, c'est le rôle des grands distributeurs, les grands transformateurs. Et évidemment, l'impact est direct sur les petites exploitations qui n'arrivent pas à subvenir à leurs activités. Et il y a un phénomène qui se confirme d'année en année, c'est l'abandon de l'activité agricole au niveau rural. Et même si la PAC, pendant de longues années, jusqu'à aujourd'hui, a subventionné, disons, au niveau local, la présence de la petite paysannerie pour pouvoir faire face à, disons, une activité dans les zones rurales. Maintenant, ça reste difficile. Les gens quittent carrément les zones rurales pour aller en ville, parce que dans les zones rurales, il n'y a plus moyen de gagner sa vie correctement. Il y a un arbitrage qui a été fait, c'est les normes de protection de l'environnement, c'est le libre-échange, ce n'est pas la défense des territoires agricoles et des filières agricoles, même si certaines restent encore des filières performantes qui exportent énormément à travers le monde et qui bénéficient des avantages et de la PAC et des gouvernements des différents pays. Très bien, Brahim Gendouzi. Alors, Ali Daoudi, des champignons de Paris importés de Chine, du chou de Bruxelles importé également de Chine, du jambon de Bayonne importé également de Chine. Est-ce qu'au final, ça ne va pas se résumer à cela? Modèle libre-échangiste basé sur l'importation versus un modèle de production locale. Les deux ont un coût, mais les deux ont également un prix. Et lorsque vous avez votre caddie dans une grande surface et que vous avez le choix entre un produit importé qui coûte peut-être moins d'€1 et son corollaire produit en Europe labellisé qui coûte peut-être 3 fois plus, c'est le consommateur qui va trancher dans cette affaire. C'est exactement la question, en fait. C'est pour ça que ce n'est pas du tout une question facile à régler, qui se pose au pays, qui se pose à l'Europe, mais se pose partout, dans tous les pays du monde. C'est est-ce qu'on s'inscrit dans une mondialisation payante ou pour profiter des avantages de la mondialisation, c'est-à-dire importer des produits pas chers et satisfaire les consommateurs. Et le risque, c'est que lorsque il y a des grains de sable qui viennent empêcher le bon fonctionnement justement de cette mondialisation. La machine, oui. Parce qu'on est en train de le voir aujourd'hui. Pendant pratiquement une trentaine d'années, tout le monde a cru que la mondialisation allait s'imposer et allait s'imposer d'une manière assez soft et assez, j'allais dire, paisible. Et on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas si vrai que ça. Équitable aussi. Équitable, compétitif, et donc tout le monde allait trouver son compte. Et on se rend compte aujourd'hui que ça ne marche pas comme ça. Sur certains produits, à la limite, on peut accepter d'être dépendant vis-à-vis des autres pays, acheter des champignons de Paris qui proviennent de Chine, ça ne pose pas de problème de sécurité alimentaire. Par contre, aller jusqu'à être dépendant pour les produits stratégiques, ça pose problème. Et donc, c'est un vrai sujet. La question de l'alimentation ne doit pas être pensée uniquement, je pense que c'est aussi un débat qui se fait en Europe, ne doit pas être pensée uniquement d'un point de vue de rationalité économique. Il y a aussi aujourd'hui de la rationalité politique, des choix des sociétés, quel modèle alimentaire les sociétés veulent se doter, quelle consommation, et donc on est en train de voir tout un débat qui se profile depuis déjà des années
sur l'agriculture locale, les systèmes alimentaires territorialisés au niveau national, à l'opposé justement de cette machine rouleau compresseur de la mondialisation et de la mondialisation à outrance, y compris du système alimentaire. Donc il y a des alternatives qui sont en train d'émerger. Les sociétés sont en train de s'approprier ce débat pour faire un choix en connaissance de cause. Lorsque je fais le choix de produire localement mes biens de consommation alimentaire, il faut aussi assumer son coût, c'est-à-dire accepter de payer plus cher l'alimentation parce que ça correspond à un système alimentaire plus autonome, ça correspond à la création de l'emploi localement, ça correspond aussi à valoriser un patrimoine culturel local, à préserver l'environnement localement. L'agriculture est multifonctionnelle. C'est la spécificité de l'activité agricole. Ce n'est pas une activité comme une autre. Elle charrie derrière elle beaucoup d'autres fonctions sociales, culturelles, politiques, mais aussi environnementales. Et toutes ces dimensions-là font que le sujet est sensible. C'est pour ça que vous voyez comment l'Europe est en train de traiter avec beaucoup de prudence ce dossier. Très peu d'utilisation de force. Donc le bras de force n'est pas exprimé d'une manière... Lorsqu'on sait pour qui les agriculteurs votent, généralement, on prend des gants lorsqu'il s'agit... Ça, c'est la dimension politique, parce que le monde rural, malgré son poids économique qui est en déclin, tout à l'heure, vous étiez en train de dire peut-être que l'agriculture représente beaucoup de choses dans l'économie européenne, ne représente pas grand-chose sur le plan purement économique. En Allemagne, c'est moins de 0. Moins de 1% du PIB allemand, moins de 1% du PIB suisse. Exactement. En France, c'est pareil. Pas du pays tertiaire, mais avec une grosse part, justement, au PIB. La valeur, elle est importante. Mais en absolu, elle est importante. Mais en termes relatifs, l'agriculture ne représente rien sur le PIB agricole, mais elle représente en termes de nombre d'agriculteurs, en termes d'occupation de territoires ruraux et en termes aussi de symbolique. La symbolique, l'agriculture représente les territoires, représente les valeurs ancestrales et elle représente aujourd'hui un enjeu politique. C'est pour ça que les politiques sont très prudents à l'égard de ce dossier qui aujourd'hui se dessine. Et ce n'est pas seulement le cas en Europe. Partout dans le monde, l'agriculture a une connotation identitaire qui fait que son traitement n'est pas comme n'importe quel autre secteur économique. Très bien, il y a de cette Athman Marrah dimension identitaire. Au fond, l'agriculture, c'est ce qui nous relie en premier à la terre. Peut-être des répercussions également politiques, on ne va pas le nier. Justement, ces répercussions politiques, notamment en France, dicteront les politiques qui seront peut-être mises en place très prochainement. Le gouvernement français annonce justement des mesures. Je crois que l'on vient de perdre Athman Marrah. J'espère qu'on aura le temps de le reprendre. Brahim Gandouzi, je vous pose la même question. Le gouvernement français, par exemple, promet des mesures qui peut-être tardent à venir. Est-ce que l'on va prioriser le politique sur l'économique lorsque l'on sait, je le répète, pour qui votent les agriculteurs, grosso modo, en Europe? On est tenté de le faire parce qu'on a déjà l'expérience des États-Unis où les États à forte production agricole, à forte présence d'exploitation agricole ont toujours eu gain de cause dans leurs préoccupations par rapport aux élections qui se déroulent dans le pays. Dans d'autres pays également, dans d'autres nations, les agricultures ont toujours eu un impact sur le plan politique par rapport à leur adhésion à des partis politiques puissants au niveau local. Et je pense, dans le cadre des pays européens, de l'Union européenne, cet aspect est aussi présent parce qu'à chaque fois qu'il y a une élection dans un pays donné, la dimension électorale revêt une importance. C'est surtout dans les zones intérieures, les régions profondes du pays où les enjeux se jouent des fois. Très bien, Athman Marrah, vous avez, c'est le maître du temps qui le décide, le mot de la fin dans ce dossier. Que pensez-vous? Qu'adviendra durant les prochains jours, notamment que le gouvernement français, par exemple, pour rester dans le cas de la France, a promis des mesures qui tardent à venir? C'est des mesures, comment dire, c'est une rustine sur une jambe de bois. C'est pas forcément une solution à long terme, c'est une solution vraiment à court terme et c'est pas très intéressant comme approche parce que ça veut dire on revient à la structure ou la situation politique actuelle. Il y a des échéances électorales. Oui. Vous savez ce que c'est. Il y a la crise identitaire
qui rentrent en jeu aussi. Et donc, je pense qu'il y a des choses à revoir. D'abord, structurel. La structure au niveau européen, il faut la PAC et il faut revoir les choses pour favoriser une agriculture plus traditionnelle, plus agroécologique, mais avec des incitations financières, économiques très importantes pour les agriculteurs. Autrement, ça sera un modèle en échec complet. Merci Athman Merrah d'avoir été avec nous en direct de Toulouse. Vous êtes, je le rappelle, professeur en agronomie à l'Université de Toulouse. Merci Ibrahim Gendouzi, économiste, enseignant à l'Université de Tizi Ouzou. Et merci à vous, Ali Daoudi, je le rappelle, agroéconomiste, enseignant, chercheur, d'avoir daigné répondre à la fois à notre invitation et à nos questions. Mesdames et messieurs, c'est la fin des pros de l'écho. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. D'ici là, excellente soirée sur Al24 News. قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.